Bob Marley, icône mondiale du reggae, est célébré comme un prophète de la paix et de la rébellion, dont les chansons vibrantes sont devenues des hymnes pour les opprimés à travers le monde. Mais derrière cette légende se cachait un homme d'une complexité déchirante. Sa vie fut marquée par l'infidélité, la violence politique et un foyer souvent fracturé par des tensions intimes. Alors qu'il chantait l'unité et l'amour universel, sa famille vivait des divisions, des secrets et des blessures rarement exposées. Pendant des décennies, ses enfants ont porté ces vérités en silence. Aujourd'hui, Ziggy Marley, son fils aîné, brise ce silence. Ses révélations sur le côté sombre de son père bouleversent tout ce que l'on pensait savoir sur l'homme derrière l'icône. Robert Nesta Marley, né en 1945 à Nine Miles, un petit village de la paroisse de Sainte-Anne, en Jamaïque. Sa mère, Cedella Booker, n'est qu'une adolescente jamaïcaine, tandis que son père, Norval Marley, un contremaître anglais blanc, abandonne la famille peu après sa naissance. Cette absence laisse une blessure profonde en Bob, qui grandit entre deux mondes dans une société où la couleur de peau définit la place sociale. Trop clair pour être pleinement accepté dans le ghetto, trop pauvre pour appartenir à l'élite blanche, il se forge une identité à part, marquée par l'isolement. Ses amis le surnomment Tuff Gong, le survivant, un nom qui reflète sa résilience face à l'adversité. Cette dualité raciale et sociale devient une force motrice dans sa musique, où il chantera plus tard la lutte contre l'oppression et l'espoir d'unité. À Trenchtown, un quartier pauvre de Kingston, Bob trouve refuge dans la musique. Ce bidonville, avec ses ruelles poussiéreuses et ses baraques en tôle, est un creuset de créativité où naît le ska, puis le reggae. Avec Bunny Livingston, plus tard Bunny Weller, et Peter Tosh, ils forment les Weller en 1963. Leur premier single, Simé Down, devient un succès local, capturant l'énergie brute de la jeunesse jamaïcaine face à la pauvreté et à l'injustice. Leur musique, ancrée dans les réalités du ghetto, parle de survie et de résistance. Sous l'égide de Chris Blackwell, patron d'Island Records, les Weller transcendent les frontières. Blackwell voit en Marley un ambassadeur culturel, capable de porter le reggae au-delà de la Jamaïque. Dans les années 1970, des albums comme Catch a Fire et Burnin propulsent Bob Marley and the Wailers sur la scène internationale, remplissant les plus grandes salles du monde, de Londres à New York. Marley devient une voix pour les sans-voix, un symbole de révolte et d'espoir. L'ascension de Bob coïncide avec une période de chaos en Jamaïque. Dans les années 1970, Kingston est déchiré par des violences politiques entre le People's National Party, PNP, dirigé par Michael Manley, et le Jamaica Labour Party, JLP, soutenu par Edward Seaga. Ces rivalités, exacerbées par les tensions de la guerre froide, transforment les ghettos en zones de guerre, où les gangs armés, souvent affiliés à l'un ou l'autre parti, s'affrontent violemment. Les rues résonnent de tirs d'armes à feu, et la société jamaïcaine est au bord de l'implosion. Marley, perçu comme un prophète de l'unité grâce à des chansons comme One Love, est entraîné malgré lui dans ce conflit. Son message d'harmonie le place dans une position délicate. Il est courtisé par les deux camps, mais refuse de prendre parti, ce qui le rend à la fois adulé et vulnérable. En 1976, il accepte de participer au concert Smile Jamaica, organisé pour apaiser les tensions. Mais l'événement devient une cible. 2 jours avant, des hommes armés attaquent sa maison au 56 au Prod, un lieu qui servait à la fois de foyer et de studio. Bob est touché par une balle à la poitrine et au bras, sa femme Rita est blessée à la tête, et leur manager, Don Taylor, est grièvement atteint. Cet attentat, probablement motivé par des raisons politiques, vise à faire taire Marley. Pourtant, défiant la peur et la douleur, il monte sur scène pour Smile Jamaica devant 80 000 spectateurs. Soulevant sa chemise pour révéler ses blessures, il lance au public « Ceux qui rendent ce monde pire ne prennent pas de repos. Comment pourrais-je en prendre un ?» Ce moment, à la fois héroïque et tragique, cristallise son rôle de figure quasi mystique, mais souligne aussi les dangers auxquels il est exposé en raison de sa notoriété. En 1966, Bob épouse Alpha Rita Anderson, une chanteuse talentueuse qui rejoint les E-Trees, le trio vocal qui soutient les Weller avec des harmonies envoûtantes. Leur union est une collaboration artistique essentielle, mais aussi une relation profondément tourmentée. Rita, dans ses mémoires No Woman, No Cry, 2004, évoque une vie marquée par une passion intense, mais entachée par les infidélités répétées de Bob. Leur famille grandit dans un tourbillon constant. Bob adopte Sharon, la fille de Rita issue d'une relation précédente, et ensemble ils ont 3 enfants, Cedella, Ziggy et Stephen. Plus tard, Rita donne naissance à Stephanie, fruit de sa liaison avec un footballeur jamaïcain, Owen Italtaki Stuart. Bob, dans un geste de générosité, adopte Stephanie et l'élève comme sa propre fille, renforçant l'idée d'une famille unie malgré les tensions. Le charisme magnétique de Bob attire de nombreuses femmes, et il ne dissimule pas ses relations extraconjugales.
À sa mort en 1981, il a reconnu des enfants avec au moins 7 femmes en dehors de Rita. Robert Marley, 1972, avec Pat Williams, Rohan Marley, 1972, avec Janet Hunt, futur entrepreneur et compagnon de Lauryn Hill, Karen Marley, 1973, avec Janet Bowen, qui se fera un nom dans la mode, Julian Marley, 1975, avec Lucy Pounder, musicien récompensé aux Grammy Awards, Kimani Marley, 1976, avec Anita Belnavi, active dans la musique et le cinéma, et Damian Junior Gong Marley, 1978, avec Cindy Breakspear, Miss Monde 1976. La relation entre Bob et Cindy, une reine de beauté internationale, devient un sujet de fascination pour la presse jamaïcaine et internationale. Leur romance, médiatisée après le couronnement de Cindy en 1976, alimente les rumeurs et amplifie l'humiliation de Rita, qui reste l'épouse légale et la mère de la famille principale. Dans No Woman, No Cry, Rita confie avoir dû redéfinir son mariage pour survivre émotionnellement. « J'ai commencé à voir Bob comme un frère, pas comme un mari. Cette stratégie, explique-t-elle, lui a permis de préserver son amour pour lui malgré les trahisons. Tu serres les dents et tu supportes l'infidélité, écrit-elle, révélant la douleur d'une femme contrainte de vivre dans l'ombre d'une icône mondiale. Les chansons de Bob, comme One Love ou No Woman, No Cry, prônent l'harmonie et la tendresse, mais sa vie privée est un contraste saisissant, marqué par des rivalités, des blessures émotionnelles et un foyer dispersé. Les enfants grandissent dans des environnements variés, certains avec Rita, d'autres avec leurs mères respectives, naviguant dans un réseau familial complexe où l'amour et le chaos s'entremêlent. Malgré ce tumulte, les enfants de Bob décrivent un père affectueux, bien qu'inconstant. Ziggy se souvient de moments précieux où Bob écrivait pour eux, comme Children Playing in the Streets, une chanson conçue pour unir ses enfants autour de son héritage musical. Il leur inculquait les valeurs Rastafari, respect, spiritualité, résilience, et leur enseignait des leçons de vie tirées de son propre parcours. Mais Bob était souvent absent, accaparé par ses tournées mondiales, ses sessions en studio ou ses relations. Pour ses enfants, il était à la fois une figure paternelle chaleureuse et une icône distante, dont la présence était rare mais marquante. Ces éclats de connexion, comme un match de football improvisé ou une leçon sur la spiritualité, restaient gravés dans leur mémoire, mais ne compensaient pas les longues périodes d'absence. Les enfants Marley grandissaient dans un environnement où la musique était omniprésente, mais aussi dans l'ombre d'un père plus grand que nature. Bob leur apprenait à être fiers de leurs racines jamaïcaines et rastafari, tout en les exposant aux réalités d'un monde souvent hostile. Pour Ziggy, en tant qu'aîné de la famille de Rita, ses absences pesaient particulièrement lourd. Il se retrouvait souvent à jouer un rôle de protecteur pour ses frères et sœurs, assumant des responsabilités d'adulte avant l'heure. Le charisme de Bob, captivant sur scène, pouvait devenir autoritaire en privé. Rita et des proches révèlent des moments de tension, parfois d'agressivité, dans leur mariage. Aimer Bob impliquait souvent de se plier à ses attentes, une dynamique qui pesait sur les femmes de sa vie. La violence politique entoure également son existence. L'attaque de 1976 n'est qu'un exemple parmi d'autres d'un climat où les hommes armés et les milices gravitaient autour de lui. Après sa mort, cette violence frappe ses proches. Peter Tosh est brutalement assassiné en 1987 dans sa maison. Carlton Barrett, batteur emblématique des Wailers, est abattu en 1988 devant chez lui, et Junior Bresswett, autre membre originel des Wailers, est tué en 1999. Ces tragédies soulignent à quel point le reggae, en tant que voix des opprimés, était inextricablement lié aux tensions politiques de la Jamaïque. En 1980, Bob suscite une controverse en se produisant au Gabon à l'invitation du président Omar Bongo, dont le régime est accusé de corruption et d'autoritarisme. Pour ses critiques, ce choix trahit ses idéaux de justice et de lutte contre Babylone, sa métaphore de l'oppression. Pour ses défenseurs, c'est une démarche pragmatique pour diffuser le reggae en Afrique, un continent qu'il considérait comme la terre promise des Rastafari. Ce concert, bien que symbolique, ternit son image de pur défenseur des opprimés, révélant les compromis inévitables de la gloire mondiale. En 1977, ce que Bob pense être une blessure de football à l'orteil est diagnostiqué comme un mélanome acral lentigineux, un cancer rare et agressif. Les médecins recommandent une amputation, mais Bob refuse, fidèle à ses convictions Rastafari sur l'intégrité du corps. Il opte pour des traitements alternatifs, comme des régimes alimentaires et des thérapies non conventionnelles, tout en poursuivant ses tournées à un rythme effréné. En 1980, le cancer s'est propagé à son cerveau, ses poumons et son foie. Malgré la maladie, il enregistre Redemption Song, un chant poignant d'émancipation réduit à sa voix et sa guitare acoustique. Les paroles, inspirées du discours de Marcus Garvey, appellent à se libérer de l'esclavage mental. Cette chanson devient un adieu personnel et un cri universel.
Le 11 mai 1981, Bob Marley s'éteint à Miami, à seulement 36 ans. La Jamaïque l'enterre comme un héros national, son cercueil porté à travers des rues bordées de dizaines de milliers de personnes en deuil. Sa mort marque la fin d'une ère, mais le début d'une légende immortelle. Sans testament, en raison de sa méfiance envers les institutions occidentales qu'il associait à Babylone, l'héritage de Bob déclenche une bataille juridique. Avocats, maisons de disques et familles se disputent les droits sur sa musique et sa fortune, estimée à des millions. Rita doit naviguer dans ce chaos, confrontée à des documents frauduleux signés sous pression. Le gouvernement jamaïcain cède temporairement le contrôle de la succession à Island Records, avant que la famille ne le récupère dans les années 1990. Pendant ce temps, l'image de Bob devient une marque mondiale, omniprésente sur des t-shirts, des posters et des produits dérivés. Ses enfants, tout en honorant son message spirituel, doivent gérer cet empire commercial, un défi qui reflète les contradictions de sa vie. Un prophète devenu icône marchande. Ziggy Marley, né en 1968, fils aîné de Bob et Rita, porte le poids de cet héritage. À 12 ans, il voit son père succomber au cancer, un traumatisme qui le marque à jamais. Avec ses frères et sœurs, il forme les Melody Makers, un groupe qui remporte plusieurs Grammy Awards et perpétue la flamme du reggae. Mais être le fils de Bob Marley est à la fois une bénédiction et un fardeau. Comme le disait son frère Rohan, ça aide, mais Ziggy voit aussi les ombres. En février 2024, à l'approche de la sortie du biopic Bob Marley, One Love, Ziggy publie une lettre dans People. Il y exprime sa nostalgie. « Tu me manques dans tout, surtout ta présence. Tu étais si jeune, mais tu as accompli plus que je ne pourrai jamais. » Ziggy admet que son père n'était pas parfait. Produire le film l'a forcé à montrer un homme avec ses failles. Un père aimant mais souvent absent, un prophète de l'amour dont la vie privée était marquée par la trahison et la violence. Enfant, Ziggy assistait aux disputes de ses parents, parfois bruyantes, parfois marquées par un silence glacial. Il voyait la douleur stoïque de Rita face aux infidélités publiques de Bob, notamment sa relation avec Cindy Breakspeare. Il observait l'arrivée de demi-frères et sœurs, fruit des relations extérieures de son père, un rappel constant du chaos familial. Forcé de grandir vite, Ziggy devenait un pilier pour ses cadets, assumant des responsabilités d'adulte dans un foyer où l'amour et la discorde coexistaient. Dans une interview avec NPR en 2020, Ziggy résume ses sentiments. « C'était un homme aimant, c'est le plus important. Mais il n'était pas parfait. » Cette dualité imprègne ses réflexions. Il admire l'icône qui a donné le reggae au monde, mais porte les cicatrices d'un fils confronté à la douleur d'une mère humiliée et d'un père absent. Père de cet enfant, Ziggy aspire à être présent d'une manière que Bob ne l'a pas toujours été. Dans sa lettre de 2024, il écrit « Tu aurais aimé être grand-père. Mes enfants portent une part de toi. » Ces mots mêlent tendresse et regret, reflétant l'absence d'un père qu'il n'a jamais pleinement connu. Les derniers mots de Bob à Ziggy, avant sa mort, résonnent comme une bénédiction et un fardeau. En montant, emmène-moi avec toi. En descendant, ne me déçois pas. Ziggy les décrit comme profondément spirituels, ancrés dans leur connexion Rastafari. Mais il porte aussi une injonction, celle de perpétuer le nom, la musique et le message de Bob sans faillir. Ziggy vit sous cette ombre, tiraillé entre la révérence pour son père et la responsabilité de ne pas le décevoir. Ses révélations, parfois voilées, parfois explicites, peignent un portrait nuancé. Bob Marley était un héros capable d'inspirer des nations, mais aussi un homme imparfait dont les choix ont fracturé sa famille. L'histoire de Bob Marley, telle que révélée par Ziggy, invite à réfléchir sur la complexité des icônes. Sa musique, de Redemption Song à One Love, reste un cri de liberté et d'unité, mais sa vie personnelle révèle les contradictions d'un homme pris entre ses idéaux et ses failles humaines. Le reggae, né dans les ghettos de Kingston, portait un message de résistance universelle, mais il était aussi enraciné dans un contexte de violence et de lutte. Marley incarnait cette dualité, un prophète prêchant la paix dans un monde de chaos, un père aimant mais distant, un mari dont les trahisons blessaient ceux qu'il chérissait. Ziggy, en partageant ses vérités, ne cherche pas à ternir l'héritage de son père, mais à le humaniser. Il montre que derrière l'image sanctifiée se trouve un homme confronté aux mêmes luttes que beaucoup, la quête d'équilibre entre ambition, amour et responsabilité. Les enfants Marley, chacun à leur manière, perpétuent cet héritage. Ceux-là dirigent la fondation Marley, Rohan s'illustre dans les affaires, Julian et Damien brillent dans la musique, tandis que Ziggy, à travers le biopic, tente de réconcilier la légende et l'homme. Le contexte jamaïcain des années 1970, marqué par la pauvreté, la violence et l'espoir d'un renouveau culturel, a façonné Bob Marley. Le mouvement Rastafari, avec ses appels à la liberté spirituelle et au retour en Afrique, lui a donné une boussole morale, mais aussi des contraintes, comme son refus de l'amputation qui aurait pu lui sauver la vie. Ces éléments, rarement mis en avant dans le mythe Marley,
rappellent que même les plus grandes figures sont façonnées par leur environnement et leurs choix. Bob Marley demeure une légende immortelle, sa musique un hymne à la liberté, son image un symbole d'unité. Mais les révélations de Ziggy dévoilent les fissures de cette légende. Un père absent, un mari infidèle, un homme dont les choix ont fracturé son foyer. Ces vérités, loin de diminuer son impact, enrichissent notre compréhension de l'homme derrière le mythe. Comment ces révélations changent-elles votre perception de Redemption Song ou One Love? Partagez vos pensées en commentaire. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous, car la vérité derrière les légendes mérite d'être racontée.